Donc de l'évaluation des projets d'établissement ou de services à l'évaluation des prestations proposées aux personnes. Sommes-nous dans un changement d'approche? Nous allons donc en parler avec Véronique Gady, directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social à la Haute Autorité de Santé, Thomas Bouquet, directeur du Centre de ressources autisme d'Île-de-France, Muriel Chauvel, directrice adjointe du développement et de l'offre de services à l'APF, et Alexis Hubert, responsable du pôle qualité, performance et développement durable, également à l'APF. Véronique Gady, vous avez le micro, tout va bien. Parlons déjà des évolutions probables en termes de dispositifs d'évaluation des établissements. Vers quoi s'oriente-t-on ? Alors, on s'oriente déjà par une évolution législative qui est souhaitée et qui n'a pas encore eu lieu. Alors, je commence par ça parce que à partir du moment où la Haute Autorité de Santé a intégré les équipes et les missions de l'ANESM, tout le monde a pensé qu'on allait pouvoir démarrer tout de suite sur la réforme du dispositif d'évaluation, que les missions nous étaient données. Nous aussi, d'ailleurs, très honnêtement, on y a cru. Et puis, on a commencé à s'intéresser un peu plus à la situation et au texte qui portait le sujet pour se rendre compte qu'aujourd'hui, notre responsabilité, elle est extrêmement limitée puisqu'elle se limite à produire des recommandations pour vous aider à construire vos propres référentiels et à habiliter des organismes pour l'évaluation externe sur des critères purement administratifs, absolument pas sur des critères de qualité. Donc une fois qu'on a fait ce constat, on a commencé à réfléchir sur ce qu'on souhaitait demander au pouvoir public comme évolution législative. Et nous avons travaillé avec la DGCS et les cabinets ministériels autour d'évolutions souhaitables, avec une demande de notre part qui est de pouvoir avoir la responsabilité de l'ensemble du dispositif d'évaluation. Alors quand je dis responsabilité de l'ensemble du dispositif d'évaluation, c'est pas aussi complet que ce qu'on a sur le champ sanitaire, puisque sur le champ sanitaire, à la fois on décrit la périodicité, les référentiels, on recrute des experts visiteurs, on les forme, on leur définit les méthodes de visite, ils nous renvoient des rapports, nous lisons individuellement tous les rapports, nous les analysons, nous les faisons discuter en commission et nous prenons des décisions de certification. Dans les champs qui nous intéressent, le sanitaire, c'est moins de 3000 établissements, moins de 3000 structures. Le champ social et médico-social, c'est 30-35 000. Donc, il est évident qu'on ne pourra pas avoir un traitement individuel de l'ensemble des structures. Pour autant, ce que nous souhaitons pouvoir faire, c'est définir les référentiels, c'est pouvoir définir des critères de qualité pour l'habilitation des évaluateurs externes. Nous souhaitons pouvoir établir un lien beaucoup plus étroit avec ces évaluateurs, avoir un vivier en moins grand nombre de ces organismes pour pouvoir engager un dialogue, pour pouvoir proposer des modules de formation, pouvoir définir des méthodes de visite sur lesquelles ils pourront s'appuyer, définir le rapport, être réceptionnaire de ce rapport. Aujourd'hui, la HAS ne reçoit aucun rapport d'évaluation externe, sauf à dire qu'il y a eu un problème et qu'il y a une remise en question de l'organisme qui a fait l'évaluation pour envisager le retrait de son habilitation. Nous, on souhaite pouvoir être réceptionnaire de ces rapports à terme, pas pour un traitement individuel, mais pour un traitement collectif et avoir un pilotage du coup au niveau national de ce que produit la démarche d'évaluation, comment les structures s'emparent ou pas des sujets que nous aurons mis en avant, voire mesurer au niveau national la progression de la qualité et puis réinterroger régulièrement les référentiels, l'idée c'est pas d'avoir des référentiels qui abordent tout dans le détail, c'est impossible et ça n'a pas de sens. Donc il faut qu'on ait des priorités dans ce qu'on va voir. Et puis ces priorités, quand elles sont atteintes, quand elles ont embarqué l'ensemble des structures, c'est plus des priorités. Donc c'est d'autres priorités qu'il faut qu'on fasse monter. Mais donc on a besoin d'avoir une vision un peu globale sur l'ensemble du secteur. Vous souhaitez aussi qu'il y ait un seul cycle d'évaluation ?
Alors, sur le cycle d'évaluation, donc, ça a été une grande découverte pour nous de voir la dissociation qui existait entre évaluation interne et évaluation externe. Ce qui, alors, nous qui le faisions dans le champ sanitaire et qui nous intéressons depuis des années à ce qui existe à l'étranger, cette dissociation entre évaluation interne et externe, on n'avait encore jamais vu, très honnêtement. Et puis, quand on a échangé un peu plus avec les acteurs, on a également été surpris sur le fait qu'il y avait un certain nombre de structures dans lesquelles le cycle d'évaluation interne vraiment ne parlait pas à l'évaluation externe. C'est-à-dire que l'évaluateur externe arrivait et faisait sa propre évaluation. Alors, évidemment, en prenant quand même en compte le projet de l'établissement, c'était la base de l'évaluation externe. Mais il n'y avait pas forcément de lien, en tout cas pour les professionnels, que ce soit les professionnels qui interviennent auprès des personnes, mais aussi les directions d'établissement. Tout le travail, tout ce qu'ils avaient investi dans l'évaluation interne, ils ne retrouvaient pas nécessairement dans l'évaluation externe. Et donc pour nous, c'est une perte d'énergie et une perte de sens sur le dispositif. Donc voilà, on ne souhaite plus parler d'évaluation interne et d'évaluation externe, on souhaite parler d'évaluation. Et l'évaluation, ça repose sur un engagement des structures, c'est-à-dire qu'elles ont elles-mêmes, d'une part, une démarche d'amélioration continue de la qualité à mettre en place. Et ça, ce n'est pas juste avant l'évaluation externe qu'on la prépare, c'est au quotidien, c'est annuellement. D'avoir des périodes d'autodiagnostic. Et puis, à un moment donné, effectivement, il y a un formalisme qui se fait avec cette évaluation externe, mais c'est vraiment le même mouvement, la même dynamique. Voilà, donc nous ne souhaitons plus distinguer les deux, c'est bien une évaluation. Et comme toute évaluation, ça repose sur une phase interne et sur un regard extérieur. Est-ce que ça ne va pas être un dispositif lourd ? On fait l'hypothèse que déjà, si on rejoint interne et externe, ça va quand même alléger un certain nombre de tâches. La deuxième chose, c'est que nous souhaitons, dans l'élaboration notamment des référentiels, se centrer sur ce qui fait sens pour les professionnels, c'est-à-dire le résultat pour la personne. Ce qui engage les professionnels dans le quotidien du travail, c'est d'avoir un accompagnement qui permet à la personne de gagner en autonomie, de respecter ses droits, de faire ses choix. Donc c'est ça qu'on va aller regarder prioritairement. Alors ça demande toujours un investissement, mais c'est un investissement qui ne doit pas être pensé en plus du travail, mais qui doit être complètement incluse dans le travail. Voilà. Et puis je vous disais, on aura des priorités. Moi, j'ai vu arriver des référentiels puisqu'on essaye on va pas non plus inventer l'eau chaude. Il y a des référentiels qui ont été faits, il y en a certains qui sont très bien faits. Donc on est en train de les colliger pour pouvoir les analyser et puis s'en inspirer. Mais j'ai vu arriver des référentiels avec 400 critères. C'est pas possible. Enfin, là, ça embarque tous les professionnels, c'est extrêmement lourd, c'est compliqué, c'est difficile. Et au final, de toute façon, ça ne sert pas parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez avoir comme vision sur 400 critères? Voilà, donc sachez qu'on a le souci, nous, d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop lourd et qui reste simple. Mais comme disait Mme Cluzel ce matin, faire simple, c'est souvent très compliqué. Alors voilà, je vous dis que c'est véritablement un enjeu pour nous de faire simple. Vous dire qu'on va complètement y arriver, bon, on jugera au résultat. Alors, autre enjeu, c'est comment collecter, diffuser, mettre en avant la parole des personnes accompagnées. Et là, vous souhaitez que l'on développe des enquêtes de satisfaction directement auprès des personnes. Alors, nous, c'est un sujet qu'on porte, mais il y en a d'autres qui portent également ce sujet. Et ça a été notamment une demande ministérielle de Mme Buzyn pour les EHPAD et de Mme Cluzel pour les établissements et les services du champ du handicap. Donc, on a une commande ministérielle très claire sur la mise en place d'enquêtes de satisfaction. Alors, l'idée qui pouvait être avancée, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait dans les établissements de santé, ISATIS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le système ISATIS. ISATIS, c'est un questionnaire de satisfaction qui est envoyé aux personnes qui ont été hospitalisées pendant plus de 48 heures dans ce qu'on appelle le court séjour, donc médecine, chirurgie, obstétrique.
Et puis, c'est un questionnaire qu'on envoie 15 jours après la sortie de l'hôpital par un lien. Et puis, de chez soi, la personne répond par Internet. Et comme ça nous permet d'avoir des taux de satisfaction par établissement. On est en train de développer ça sur l'HAD, sur les centres de dialyse. Bon. Enfin, une fois que je vous ai décrit le système, vous voyez bien tout de suite les limites qui se posent à nous dans le champ et des EHPAD et dans le champ du handicap. Envoyer un lien. Alors déjà, il faut que les gens aient Internet, les personnes âgées qui résident en EHPAD, déjà, hop. Bon, et puis, nous, ce qu'on porte, c'est l'idée de recueillir le point de vue des personnes directement concernées. Donc, il y a des gens, il y a une proportion, et ça, on va le tester, dans le champ du handicap, de personnes qui peuvent répondre effectivement directement avec un lien. C'est loin d'être la majorité. Après, il y a des gens qui peuvent répondre sur des questionnaires papier. Et puis après, il y a des gens qui peuvent répondre par téléphone. Et puis après, il y a des gens qui auront besoin d'un face-à-face de quelqu'un qui vient recueillir réellement leurs paroles. Alors on sait, les études le montrent aussi, que la présence d'un professionnel de l'établissement ou la présence d'un proche influe sur ce que va dire la personne. Donc il faudra qu'on pense du face-à-face avec des tiers. Alors, qui peuvent être ces tiers? Des enquêteurs professionnels. Ça peut être aussi... Alors, c'est des éléments, tout ce que je vous dis, c'est à l'étude. Ce n'est pas des réponses affirmées, on va tester, on va expérimenter. Nos deux ministres ont entendu ce besoin d'expérimentation. Ça peut être des étudiants qui, dans leur cursus de formation, ils ont un stage autour de ces questions-là. Ça peut être des bénévoles. Après, il y aura probablement des personnes en situation de handicap où il faudra quand même la présence d'un professionnel parce que d'avoir ce tiers qui arrive de nulle part, ça sera beaucoup trop angoissant. Mais tout ça, il faut qu'on le teste. Mais une fois que je vous ai décrit toutes ces modalités, vous voyez bien qu'on ne sera jamais sur le modèle sanitaire et qu'on aura probablement, dans la plupart des cas, pas de possibilité d'avoir des résultats par établissement faits de manière industrielle comme on l'a dans le champ sanitaire. Donc notre idée, c'est de pouvoir régulièrement faire des enquêtes sur un échantillon pour avoir un taux de satisfaction au niveau national, voir les dimensions sur lesquelles aujourd'hui le système arrive à répondre favorablement aux attentes des personnes et puis les sujets sur lesquels c'est plus difficile, et puis mettre à disposition ces outils et ces méthodes les mettre à disposition des structures pour qu'elles puissent s'en saisir elles-mêmes de manière plus régulière et se comparer par rapport à ce taux national qui existe et sur lequel elles pourront avoir un regard. Autre piste, celle du patient traceur. Alors, l'autre piste, c'est pas uniquement celle-là. C'est-à-dire qu'on voit bien l'intérêt qu'il y a dans des enquêtes de satisfaction. Après, ça reste des questions fermées. Et nous sommes très attachés aussi à une expression plus libre des personnes, plus en lien avec leur situation personnelle et avec des échanges qui leur permettent aussi de prendre un peu le pouvoir sur le contenu de ce qui est dit. C'est-à-dire que ce ne soit pas que des questions qui sont construites. Alors, c'est évidemment pas la HS qui va construire les questions toute seule, mais à un moment donné, un questionnaire, c'est générique et ça s'applique de manière indifférenciée à l'ensemble des personnes. Et on voit bien que des démarches plus qualitatives, c'est extrêmement intéressant. Donc, le patient traceur ou résident traceur, parce que je sais qu'il y a des structures du médico-social qui s'en sont déjà saisies et l'ont déjà adapté, ça, c'est le type de méthode qu'on pourrait mobiliser dans le cadre de l'évaluation interne ou externe, enfin dans la partie, voyez, je dis tout de suite le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure, mais utilisée par les structures elles-mêmes ou utilisée par les organismes qui viendraient faire l'évaluation. Le principe, c'est on part de la situation d'une personne et autour de cette situation, on croise le regard des professionnels, les éléments factuels qu'il y a, le dossier de la personne, et puis on interroge la personne pour essayer de voir si ce qui est fait en jeu dans l'établissement, si ce qui fait accompagnement de qualité est réellement mis en œuvre. Et ça, c'est une méthode qui permet d'aller sur ce qui fait l'essentiel pour les personnes, et c'est probablement ce type de méthode qu'on va pouvoir développer, en tout cas porter dans le cadre de l'évaluation.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que dans le cadre de l'évaluation, on entre en dialogue avec les personnes qui sont accompagnées par les structures. Sinon, on va rester sur des éléments de professionnels qui parlent à des professionnels. On va très vite retomber sur des éléments plus de processus que de résultats. Donc c'est un peu une obligation pour nous. Ça nous oblige, si vous voulez, à avoir un regard sur ce qui est important pour la personne et pas ce qu'un qualiticien dans un coin pourrait penser. Et en poussant la logique, est-ce qu'on peut s'orienter vers un TripAdvisor Alors nous, c'est pas trop notre truc, le TripAdvisor à la HAS. On a déjà également été sollicité sur les initiatives qui avaient eu lieu dans le sanitaire. Alors, c'est évident qu'on prône un système qui se veut transparent. C'est-à-dire que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on souhaite que les rapports soient rendus publics. Nous ne croyons pas, alors même si, enfin, en tout cas, je ne crois pas que c'est, je vais plutôt parler en mon nom, je ne crois pas que la publication de données de qualité permette aux personnes de faire de véritables choix de type consommateur. Que ce soit en France ou à l'international, les données de qualité, que ce soit dans le sanitaire, le social ou le médico-social, ça ne permet pas de choisir. Le choix d'une structure est beaucoup plus complexe. Et parfois, d'ailleurs, il n'existe pas. Il faut déjà, enfin, je veux dire, avoir le choix, c'est déjà un luxe qui n'existe pas. Par contre, l'intérêt de rendre public ces rapports, c'est d'engager un dialogue citoyen entre les personnes accompagnées, leurs proches, la société, les professionnels, les tutelles. C'est ça l'enjeu. C'est qu'est-ce qui fait sens en termes de qualité? Où est-ce qu'on met les moyens pour avancer? Où est-ce qu'on met des priorités? Voilà. Et puis, ce qu'on sait, alors par contre, de manière très claire, c'est que la publication des rapports, l'intérêt, c'est pas pour que les personnes choisissent. C'est très clairement parce que les professionnels, une fois qu'ils peuvent se comparer, ça aide à entrer dans une démarche d'amélioration de la qualité. Ça stimule, ça donne envie. On est bon, on a envie d'être encore meilleur. On est moins bon par rapport à d'autres sur tel ou tel aspect. Eh ben, on a envie de progresser là-dessus. Et ça, c'est clairement démontré, quel que soit le secteur et quel que soit le pays. Thomas Bouquet, directeur du Centre de ressources autisme Île-de-France. Un TripAdvisor du médico-social, ça vous paraît quelque chose de réaliste, de souhaitable, de néfaste? Alors, avant de répondre à votre question, c'est toujours bien de savoir qui parle et à qui on parle. Donc, 10 secondes pour me présenter. Donc, Thomas Bouquet, ancien directeur du Centre ressources autisme Île-de-France. J'ai commencé mon travail il y a vingtaine d'années comme auxiliaire de vie et auprès de l'accompagnement d'adultes en situation de handicap. Puis j'ai évolué. J'ai eu la chance de travailler à l'APF avec Elisabeth Le Signe, qui est là aujourd'hui. Et depuis peu, je suis devenu délégué national d'une grande marque associative. Je ne la cite pas parce qu'aujourd'hui, je vais parler en mon nom. Et donc, je me suis présenté. J'aimerais juste faire un petit test pour savoir quelles sont les personnes, qui sont les personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Quels sont les éducateurs spécialisés ou en tout cas les acteurs du corps social. Est-ce que vous pouvez lever la main pour que je puisse et qu'on puisse. Ok. Quels sont les acteurs du secteur médical, les cadres de direction. D'accord. Ok. Les parents. Dame qui lève la main. Très bien. Donc finalement, c'est la composante médico-sociale qui est représentée. Les paramédicaux, pardon, j'ai oublié les paramédicaux, il doit y en avoir. J'ai sûrement dû oublier d'autres acteurs. Mais finalement, c'est la grande famille du médico-social qui est réunie ici. Alors ce que je vais dire va essayer d'être complémentaire avec madame. À la fois, je m'excuse en avance de ce que je pourrais dire et sur l'interprétation de ce que je vais pouvoir dire également. Oui, je crois qu'effectivement, la question de l'Andvasor, je m'amuse à dire Andvasor parce que c'est aussi pour bien personnifier ce que l'on pourrait essayer de mettre en place. L'Andvasor ne doit pas se questionner en tant que est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas, mais plutôt sur le comment. Comment aujourd'hui nous sommes capables, en étant très complémentaires de ce que vous avez pu exprimer sur comment les associations gestionnaires doivent se doter aujourd'hui d'outils pour mieux tracer l'activité et la qualité de service qu'on va produire pour des consommateurs clients d'une prestation de service. Comment les associations gestionnaires sont capables d'anticiper ce qui arrive déjà aujourd'hui. Un deuxième test, est-ce que dans la salle, vous utilisez déjà aujourd'hui des plateformes de services? À main levée, quels sont ceux ou celles qui ont déjà utilisé Uber?
et qui ont déjà évalué un prestataire de service comme Uber ou Blablacar ou d'autres plateformes de services. Je pense qu'on a tous aujourd'hui eu accès à l'évaluation d'un service sur une plateforme. Je sais qu'aujourd'hui, il existe des services, Bébé Nounou, etc., qui permettent d'évaluer la prestation de service lorsqu'on est un client. Et finalement, la question qui nous est posée, au-delà de l'évaluation, c'est pouvons-nous considérer que les usagers, ou les résidents, comme on pouvait les appeler il y a quelques années, les usagers d'aujourd'hui, sont potentiellement nos clients de demain? Et si, effectivement, on arrive à s'accorder sur ce que peut être le client de demain, quels sont les outils que nous mettons en œuvre pour les satisfaire? Quels sont les outils? Vous avez parlé de le choix, naturellement. Comment, aujourd'hui, dans la transformation de l'offre de service, nous pouvons produire du choix de service pour des usagers clients qui pourraient choisir leur prestation de service? Et à partir de là, quels sont les moyens que nous allons leur donner pour évaluer ou coévaluer la prestation de service? Je crois que c'est finalement l'enjeu, au-delà de l'impact social que l'on doit mesurer ou de la recherche de l'évaluation de la satisfaction qui nous est posée aujourd'hui, c'est une transformation de l'offre plus générale. Alors, je le disais, l'advisor existe déjà. J'avance peut-être sur la question que vous allez me poser. L'advisor existe déjà. Lorsque j'étais directeur du centre ressources pendant 7 ans, nous avions à peu près 7000 sollicitations par an de parents et de professionnels. Et nous captions finalement la ressource issue de vos établissements, de nos établissements. Nous faisions d'une certaine manière l'advisor intra. Naturellement, nous ne diffusions pas les données, mais nous étions capables, et le CRAIF ou d'autres centres ressources sont capables aujourd'hui de scanner certains établissements et de dire la qualité de service de tel établissement vaut plus que celle-là, etc. Toujours avec des indicateurs, naturellement, en croisant les plans de formation, les degrés de qualité de service que l'on peut avoir. Aujourd'hui, les usagers s'expriment sur des blogs, s'expriment sur des pages Facebook. Hier soir, en préparant l'intervention, je regardais les avis Google. Vous connaissez tous Google, naturellement. Et amusez-vous à faire ce soir, rentrer le nom d'un établissement et regardez s'il n'y a pas déjà des avis d'utilisateurs sur un avis Google ou sur les pages jaunes ou sur d'autres sites. Donc effectivement, la question n'est pas tant de savoir si on doit y aller, la question est de savoir comment on y va et comment les opérateurs du secteur médico-social vont progressivement se positionner. Alors, comment y aller? Alors, comment y aller? Je pense que la première chose, c'est, et je crois qu'on a des points de connexion naturelle, c'est de benchmarker sur les solutions qui existent déjà, qui permettent à des usagers d'évaluer ou en tout cas de donner un avis sur les différentes plateformes qui existent. Je crois que la pédagogie, naturellement, pour nous, les professionnels, parce qu'on n'a pas forcément tous envie d'être évalués, à la fois, je pense qu'il y a cette nécessité. La formation doit nous aider, tant côté professionnel que côté parents, que côté personnes, à dompter ces nouveaux outils qui vont très très vite. Donc, premier levier, c'est la formation. Éduquer à l'évaluation. Mais ce que je dis pour les utilisateurs, les usagers que nous connaissons bien, va autant pour nous. Nous utilisons des pages Facebook, des Twitter, etc., des LinkedIn. Nous avons aujourd'hui une éducation à faire des réseaux sociaux et des outils pour mieux évaluer ce que nous sommes en capacité d'évaluer. Donc je pense que le premier levier, c'est la formation. Le deuxième levier, c'est le travail avec des opérateurs comme l'APF, comme la marque aujourd'hui associative pour laquelle je travaille, avec la chaise naturellement, pour savoir comment on peut, sans tomber dans une usine à gaz, parce que je vous rejoins effectivement les référentiels qualité qui s'accumulent sur d'autres référentiels, la mesure de l'impact social, etc., sont des nouvelles mesures qui viennent rentrer en plus dans une activité complexe, et on l'a vu avec les témoignages de tout à l'heure, la conduite de changement, c'est un concept, la mettre en œuvre c'est beaucoup plus compliqué. Il faut effectivement pouvoir modéliser des indicateurs, des modalités d'évaluation simples pour que la parole puisse être entendue et valorisée. Parce que lorsqu'on a eu la présentation de la table ronde tout à l'heure, nous avions trois exemples d'activités qui mériteraient réellement d'être évaluées par les bénéficiaires. Alors, comment sont évaluées ces trois activités dont on parlait tout à l'heure sur la table ronde? Je suppose par le rapport d'activité, etc. Mais ce n'est pas forcément des choses qui sont accessibles pour le plus grand nombre. Voilà, donc on doit réfléchir. Moi, je n'ai pas de solution. Alors, je ne vais pas sortir ma baguette magique et dire on va créer une plateforme advisor. Mais par contre, je pense qu'il faut que nous nous mettions autour de la table pour anticiper ce qu'il y arrive déjà aujourd'hui. C'est-à-dire que si le champ du médico-social ne le fait pas,
de toute façon, quelqu'un va le faire. Et ça ne sera peut-être pas forcément une bonne Mais chose. c'est fait déjà. Je regardais, alors j'ai un site, j'ai plusieurs sites, mon petit benchmark. Puis c'est un sujet que je connais bien parce que j'ai lancé plusieurs sites. D'ailleurs, le premier site qui nous permettait de rentrer dans la démarche, on l'a fait à l'APF il y a une douzaine d'années. C'est un site piloté par Elisabeth Le Signe qui valorisait déjà l'activité d'un établissement. C'était juste pour dire qu'on ne part pas de rien, on a de l'expertise. Le logement senior.com, vous irez voir logementsenior.com, vous allez retrouver une liste d'EHPAD et sur ce site, on a aujourd'hui des parents qui évaluent la qualité de service des établissements. Lorsque vous lisez les évaluations, c'est finalement ça qui peut nous tous nous rassurer, on voit que les gens sont plutôt satisfaits des prestations de services. On voit que les évaluateurs, les consommateurs sont plutôt bienveillants. Et souvent, on compris aussi que la complexité de nos activités faisait qu'on ne pouvait pas être toujours les meilleurs, toujours les plus bons, etc. Donc, il y a une liste, et vous pourrez les trouver, de sites qui existent déjà, qui le font déjà. Comment aujourd'hui l'APF, comment aujourd'hui d'autres associations gestionnaires comptent se positionner sur cette question de l'évaluation en ligne? Et qu'est-ce que les professionnels ont à gagner? D'une part, je pense la valorisation de leur activité. Et encore une fois, on l'a vu, nous sommes un secteur d'activité qui souffre historiquement d'un manque de reconnaissance. Nous sommes toujours en train de gérer des paradoxes. Au moment où on doit faire de l'urgence, on nous parle de transformation de l'offre de services. Hein, au moment où on est à peine sorti des évaluations, qu'on nous parle d'évaluation en ligne, etc. Nous sommes un secteur en plein paradoxe et je crois que notre secteur vivra ce paradoxe tout le temps. En même temps, nous avons besoin de valoriser les expertises, soit de transformation, soit de réussite. Je vois très personnellement à travers ces outils un vrai levier pour exprimer un petit peu mieux ce que sont nos métiers, de façon à plaidoyer auprès des organisations publiques, et puis pourquoi pas à plaidoyer auprès directement de nos employeurs, pour nous aider à mieux être identifiés. Le docteur le disait bien, il y a deux types d'individus, il y a les docteurs et les éducateurs spécialisés. C'est rigolo ce rapprochement qu'il fait entre les corps des métiers. Je crois qu'on ne connaît pas assez nos métiers, de l'AMP, de l'auxiliaire de vie à l'éducateur, à l'animateur, etc. On doit profiter de ces outils pour valoriser notre expertise et prévaloir d'une place dans l'accompagnement, une place plus fine dans l'accompagnement des personnes et des familles qui en ont besoin. Les professionnels doivent anticiper pour ne pas subir. Je crois, c'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on attend et est-ce qu'on est évalué par les autres ou est-ce qu'on prend le taureau par les cornes et on essaye aujourd'hui de construire ces outils pour qu'on puisse s'évaluer correctement? Quittons l'advisor pour revenir à l'impact, à la mesure d'impact. Évaluation des résultats aux mesures d'impact. Myriel Chauvel, je vous invite à prendre le micro. Il faut peut-être faire une distinction entre les deux. Oui, tout à fait. On parle beaucoup effectivement de toute la structuration autour de la démarche qualité qui est importante et qui est extrêmement forte. Moi qui ne viens pas au départ du médico-social, j'y suis arrivée il y a 6 ans. Je venais plutôt du milieu de l'économie sociale et solidaire. J'étais extrêmement surprise du niveau d'implication, de niveau d'outils, de méthodes, de structuration, de tout l'enjeu qualité. Mais en même temps, elle est tout à fait normale et évidente. Donc, je voulais quand même revenir et faire un petit pas de côté sur la mesure d'impact, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui, on est très solide, on commence à être solide dans le médico-social pour mesurer l'efficience, puisqu'on a effectivement des marges qualité, on a des outils, des indicateurs, une batterie d'outils et d'indicateurs pour mesurer l'activité de nos établissements et services. On rentre dans des démarches CEPOM avec des diagnostics extrêmement fins pour regarder un petit peu se comparer entre nous, faire du benchmark et aussi voir dans quelle mesure on atteint nos objectifs d'activité. Les logiques de coût aussi sont vraiment observées. Voilà, on est capable de croiser qualité, coût et utilisation des ressources aujourd'hui, donc on peut parler d'efficience du médico-social. Mais l'efficience, ce n'est pas l'impact. L'impact, c'est le coup d'après, c'est-à-dire c'est le sens de notre action et c'est comment notre action va avoir des effets induits dans le long terme et qui s'inscriront dans la durée. Et pour qui ? On va mesurer l'impact. Est-ce que c'est pour les personnes en situation de handicap que l'on accompagne? Est-ce que c'est l'environnement, le territoire sur lequel on s'inscrit? Est-ce que c'est nos organisations? On a vu pas mal d'exemples de transformation médico-sociale qui ont eu un impact assez fort sur les organisations de nos établissements et services. Donc l'impact, c'est vraiment encore le coup d'après, c'est pose la question du sens de notre action. Voilà, donc je pense que c'est une nuance assez forte finalement. Il faut aussi une démarche méthodologique.
Ah oui, en termes de méthode, c'est encore quelque chose de très compliqué, parce que la mesure d'impact, enfin très compliqué. Je pense qu'on a les bonnes bases, puisqu'on a tous ces outils, ces indicateurs, on a énormément de choses à capitaliser sur les démarches d'évaluation. Enfin, vous l'avez cité tout à l'heure, mais c'est vrai que je pense qu'on n'exploite pas assez ce qui peut se faire en termes d'évaluation et au niveau de la prise de parole des personnes et de la prise en considération de leur ressenti, de leur bien-être quand elles croisent notre route à un moment donné. Mais ce qui rend complexe la démarche d'impact, c'est d'abord parce que c'est du long terme, qu'aujourd'hui on se situe, on l'a vu, dans une logique de parcours. Donc finalement, à quel moment on fait le focus pour mesurer l'impact de notre action? Ça, c'est la première chose. Donc ça pose la question du temps, la temporalité. Deuxième, c'est la question du qui, c'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des organisations, on l'a vu également à l'occasion de ces 2 jours, où on fonctionne en dispositif, en plateforme. On introduit la logique de droit commun comme étant finalement la règle, avant même que l'approche sectorielle soit plutôt lorsqu'elle est réellement nécessaire. Donc ça veut dire une multitude d'acteurs. Donc qui finalement va mettre en place cette démarche d'évaluation de l'impact, cette mesure d'impact? Voilà. Donc Et comment on va se mesurer l'impact alors? Ça, c'est une question piège. Encore une fois, je pense que à l'image de ce qui peut se faire dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ou l'entrepreneuriat social, la mesure d'impact, elle est essentielle. D'abord pour rendre compte, effectivement, de notre action dans la durée et non pas ne pas rester finalement dans une logique de court terme. Ça valorise également à l'échelle d'un territoire les interactions qui peuvent être créées et puis ça peut poser la question des coûts évités. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir à argumenter d'une action qui peut être coûteuse, une action, moi je cite par exemple, il y a un gros enjeu sur la scolarisation des enfants en milieu ordinaire. En termes d'énergie, en termes d'investissement, en termes de temps, c'est relativement coûteux. En revanche, d'abord on n'a pas les moyens parce que c'est un moyen constant, mais en revanche on peut peut-être trouver des moyens aussi de développer un argumentaire sur les coûts évités. Voilà, dans d'autres domaines. Il faut aussi donc croiser les données, permettre des interactions avec d'autres acteurs. En fait, il faut décloisonner les approches, c'est indispensable puisque la mesure d'impact, c'est vraiment une réflexion systémique. Voilà, c'est l'environnement, le territoire, les différents secteurs. On parle de droit commun, d'empowerment, ça veut dire quid des transports en commun, de l'accessibilité. Est-ce que réellement les personnes vont être en mesure à terme d'asseoir leur citoyenneté, de la vivre réellement, d'être en interaction avec l'environnement, d'avoir accès au commerce de proximité? Est-ce que ça, c'est des choses qui vont réellement se concrétiser? Je pense que c'est la mesure d'impact qui va pouvoir nous le garantir, en tout cas l'évaluer. Voilà. Encore du travail supplémentaire? Alors, supplémentaire, peut-être pas. Je pense que c'est des réflexes qu'il faut qu'on ait tout simplement dans les démarches de transformation, puisqu'on est dans un secteur en mutation. Donc c'est vrai qu'il suffit simplement de se poser la question du sens à chaque fois. Mais ça a été dit à travers l'ensemble des interventions aujourd'hui. À partir du moment où on se pose la question du sens, et on a au moins des réflexes qui permettent un petit peu d'anticiper ces questions-là. Se pose quand même la question de la logique du qui et du quand. Est-ce qu'on a les réponses au qui et au quand? Non, mais on a commencé à aborder un petit peu la question du case manager. Voilà, une logique, une fonction qui serait garante des parcours. Voilà, est-ce que c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, d'avoir une vision à long terme sur le parcours des personnes dans la durée pour voir si réellement on atteint nos objectifs d'inclusion. Et les professionnels sont-ils demandeurs? Alors, est-ce qu'ils sont demandeurs? Moi, je pense que oui. Enfin, c'est toujours très important de savoir pourquoi on fait les choses et d'aller au-delà effectivement de l'impact direct et puis de savoir un peu, je veux dire, en tant que professionnel du secteur, on connaît les publics, on connaît les personnes qu'on a accompagnées. C'est toujours extrêmement valorisant de savoir que notre action, à un moment donné, même si elle a contribué de manière très minimale à développer effectivement des choses très positives pour la suite du parcours de la personne. Je pense que c'est assez gratifiant. Ça va devenir une nécessité. Je pense que ça va le devenir, oui. Alexis, nous passons à vous. Sur les dispositifs réglementaires existants pour l'évaluation, parce qu'après tout, on ne part pas de rien quand même.
Non, absolument. Bonjour à tous. Merci à APF Formation d'organiser ces journées, comme vous le disiez, pas mal de monde. Avant de répondre à votre question, et pour faire le lien avec mes trois prédécesseurs, il y a une question qui est importante à se poser, c'est non seulement comment on évalue, mais aussi qu'est-ce qu'on évalue. Et finalement, à APF France Handicap, on est revenu sur ce premier questionnement. Avant de se poser la question du comment, qu'est-ce qu'on évalue? Et on trouve des réponses, alors certes, dans le droit international, dans le droit européen, dans le droit national aussi. Et on pose aussi cette question-là dans notre projet associatif qui pose comme fondamental de rendre les droits effectifs, rendre les droits effectifs. Alors ça paraît assez simple comme concept. Après, dans la mise en œuvre, c'est un petit peu plus compliqué. Pour aller un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue à APF France Handicap, du coup, la mise en œuvre des droits fondamentaux des personnes. Et ça fait lien un petit peu avec ce qui a été dit tout au long de ces 2 jours. À APF, on a défini les droits fondamentaux. Alors, c'est pas révolutionnaire, mais on l'a posé quand même. On l'a posé pour avoir une base. On a posé 4 piliers qui sont la liberté, l'égalité des droits, la dignité et le libre choix du projet de vie et l'autonomie. Et puis, on a posé 6 droits-créances qui nous semblent être un petit peu voilà, une base évaluative intéressante. Ces 6 droits-créances, c'est la santé, les actes de la vie quotidienne, l'habitat, l'éducation, formation, emploi, les ressources et puis les voies de recours. Voilà, ceci étant dit, une fois qu'on pose ça, on sait ce qu'on évalue. Voilà ce qu'on évalue. On évalue la mise en œuvre de ces droits fondamentaux pour les personnes que l'on accompagne dans nos différentes structures. Finalement, en cela, on met en œuvre des principes de management qui sont valables pour le secteur médico-social, pour le secteur sanitaire, mais aussi dans d'autres types d'environnements. C'est ce que dit par exemple l'ISO 9001. L'ISO 9001, elle dit on se penche sur l'orientation client. Alors chez nous, on va peut-être pas forcément parler de clients, mais on parlera des personnes accompagnées ou des personnes tout court. Et puis elle dit on se met dans une approche d'amélioration continue. Et l'amélioration continue, c'est cette capacité qu'on a à se projeter, à avoir une prospection dans l'avenir et à s'évaluer. Alors, votre question, c'est comment on s'évalue? Je pense qu'il y a 2 aspects de réponse. La première, c'est que dans les dispositifs réglementaires existants, il y a déjà un certain nombre d'outils qui peuvent être utilisés et qui le sont déjà par les professionnels. Ces outils-là, ils sont pas, il y a rien de nouveau. C'est par exemple l'évaluation interne. On l'a questionné tout à l'heure. L'évaluation interne, et comme d'ailleurs tous les dispositifs réglementaires qui existent, elle peut être mise en œuvre de manière justement simplement en réponse à la réglementation, ou elle peut être mise en œuvre en ayant cette approche par les droits fondamentaux des personnes. Et c'est pas tout à fait la même approche. On peut simplement répondre, pour le dire autrement, on peut simplement répondre à une obligation légale, ou on peut essayer d'en faire un levier pour la mise en œuvre des droits fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, par exemple, dans notre référentiel d'évaluation interne, on n'a pas 450 critères ou 400, on en a quelques-uns, et parmi ces critères-là, eh bien, on a posé justement ces droits fondamentaux comme étant le tout premier chapitre de notre évaluation interne, c'est-à-dire évaluer la mise en œuvre d'un certain nombre de droits, comme l'exercice de la citoyenneté, l'exercice de la participation et de l'expression des personnes, la mise en œuvre des droits et des libertés individuelles, etc. Si l'on veut que cette évaluation interne ait un impact justement positif sur la mise en œuvre de notre projet associatif, il faut que les personnes directement concernées participent à cet exercice d'évaluation interne. Et donc dans le comment, eh bien, se pose aussi la question de la participation directe des personnes et dans le processus d'évaluation et dans les quelques documents qui permettent à la structure de se projeter en avant. Donc notamment, évidemment, le projet d'établissement, qui est un petit peu ce vers quoi on veut aller dans les 5 prochaines années en matière d'offre de services sur un territoire donné. Toujours sur la question du comment, il y a des outils aussi existants, comme le projet personnalisé d'accompagnement. C'est pareil, on peut le voir de différentes manières. On peut le voir comme
projet pour la personne et on le peut voir comme un projet avec la personne. Et ce sera le même outil en tant que tel, mais la manière qu'on a de l'aborder, de l'appréhender, sera un petit peu différente dans le sens où on intègre les personnes directement concernées dans son élaboration. Vous citiez le rapport d'activité. Le rapport d'activité, c'est aussi un exercice d'auto-évaluation qui permet de se dire voilà ce qu'on a fait dans l'année. Pareil, le fait de se questionner sur son rapport d'activité avec les personnes directement accompagnées, eh bien, ça ne lui donne pas tout à fait le même relief que le fait de le faire rapidement sur un coin de bureau en fin d'année parce que c'est une obligation légale. Donc il y a des dispositifs existants dans la réglementation qui nous permettent de nous évaluer et de le faire en mettant en œuvre les droits fondamentaux des personnes. Ceci étant dit, il y a sans doute aussi des aspects sur lesquels on peut s'améliorer. C'est ce que disaient mes prédécesseurs et je peux qu'être d'accord avec ça. Premier aspect sur lequel on peut s'améliorer. Désolé, je fais peut-être un petit peu les questions et les réponses. Oh, vous êtes lancé, je ne vais pas vous interrompre. Alors, la première chose sur laquelle on peut sans doute encore s'améliorer, c'est sur la participation directe des personnes et les moyens d'expression et de participation qu'on met à leur disposition finalement pour pouvoir participer à l'évaluation des dispositifs et à la vie d'une communauté, à la vie d'une structure, à la vie d'un collectif. Pour favoriser la participation directe, il existe tout de même des choses. Par exemple, à APF France Handicap, il y a un groupe de travail qui s'appelle Pulse. Peut-être que certains dans la salle le connaissent. Et ce collectif de professionnels qui sont des psychomotriciens, des éducateurs, des assistants sociaux, enfin voilà, des professionnels de terrain, se regroupent et essayent de réfléchir à certains outils pour les rendre le plus accessibles possible, en français facile ou à l'aide de pictogrammes. Je tiens à dire d'ailleurs que les outils qui sont produits par Pulse ne sont pas des outils APF France Handicap, ils sont déposés sur un blog qui s'appelle Participation des usagers et ils sont ouverts à tous. Exemple parmi d'autres, Pulse a traduit la Charte des droits et des libertés fondamentaux des personnes, qui est un outil issu de la loi 2002, et au travers de pictogrammes, au travers de phrases simples, parce que ce sont quand même des concepts un petit peu complexes, hein, la liberté d'aller et venir, la laïcité, voilà, c'est des concepts qui, pour nous-mêmes, créent du débat. Et bien, Pulse a essayé de les rendre le plus accessibles possible pour que les personnes accompagnées participent elles-mêmes au débat et à des décisions qui vont les concerner au premier chef. Donc ce que je voulais dire par là, c'est qu'on peut travailler sur une simplification des concepts et sur des outils très pratico-pratiques qui permettent aux personnes de participer directement à la vie des structures qui les accompagnent. Deuxième élément que je voulais évoquer sur la participation directe des personnes, la participation directe des personnes se fait à plusieurs échelons, à plusieurs niveaux. Elle se fait de manière individuelle, je reviendrai un petit peu dessus après, mais elle se fait aussi à l'échelle d'un collectif ou voire à l'échelle locale en tant que citoyen, comme participant à la vie de la cité, et voire peut-être même à une échelle encore plus haute, en tant que participant aux décisions politiques ou aux politiques publiques qui vont les impacter directement. De ce point de vue-là, je rappelle qu'on a, il y a 2 ans, animé un projet APF France Handicap qui s'appelait Participation et démocratie en santé. D'ailleurs, Véronique Gady, vous étiez partie prenante de ce projet-là, et je vous en remercie. Et ce projet-là, il est venu interroger justement ces différents modes de participation directe des personnes au sein de la cité, à différents échelons. Alors certes, au niveau des établissements et services médico-sociaux, donc dans le cadre du Code de l'action sociale et des familles, mais aussi au niveau de la société plus généralement, et donc au niveau de la commune, au niveau des différents processus d'élaboration des politiques publiques dans le champ du handicap. Et ce travail-là a permis de montrer que il y avait de plus en plus une prise en considération des personnes directement dans les décisions qui les concernaient, mais qu'on pouvait encore sans doute mieux faire. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on est sur un processus qui dépasse le Code de l'action sociale et des familles. On est sur un processus plus global, un petit peu de société,
qui se questionnent sur comment on implique les citoyens directement dans les décisions qui les concernent. On voit que d'ailleurs l'actualité de ces dernières semaines montre que c'est une demande qui dépasse largement le cadre du handicap. Autre aspect des choses, il y a des moyens techniques qui sont en train de se développer, des tablettes numériques, des bornes adaptées, qui permettent à des personnes qui sont en difficulté d'expression ou de communication de donner leur avis, de s'exprimer. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on a aussi des progrès à faire sur la mise à disposition auprès de personnes en situation de handicap d'aides techniques, d'évolution technologique qui leur permettent d'être plus en prise avec les prises de décision qui les concernent. Bon, il y a la question du patient traceur qui est une expérimentation intéressante dans le champ sanitaire, qui mériterait sans doute d'être adaptée au champ médico-social, mais qui est là aussi un modèle d'évaluation qui se concentre non plus sur des processus organisationnels, ou pas seulement, mais sur directement la qualité de vie finalement de la personne accompagnée. Et du coup, je voulais finir là-dessus. Il y a un autre champ sur lequel on a sans doute des progrès à faire, c'est sur l'évaluation de la qualité de vie. On a dans le secteur médico-social beaucoup progressé sur la notion d'évaluation de nos dispositifs, mais c'est vrai que sur l'évaluation de la qualité de vie, il existe des travaux universitaires notamment qui mériteraient d'être transposés sur un plan plus opérationnel. Je pense par exemple, et des travaux notamment qui ont été financés par la CNSA, je pense par exemple aux travaux de Régine Selle qui a cherché à développer des grilles d'évaluation de la qualité de vie à destination des jeunes enfants en situation de polyhandicap. Ce que je veux dire par là, c'est que même les personnes qui semblent plus éloignées de l'empowerment, de la prise de décision pour eux-mêmes, eh bien, il y a des référentiels qui peuvent nous aider à mieux prendre en compte leur participation directe dans leur projet de vie et dans leur choix dans leur choix de vie. Voilà. Tout cela va augmenter considérablement le flux de données et il faudra pouvoir les traiter et les maîtriser et en faire quelque chose d'utile. Oui, absolument. Là, on a on a un virage numérique qui est en train d'être, on est dedans, on est en train de le vivre. Et de ce point de vue-là, on a certes un flux de données qui devient de plus en plus conséquent et qui peut parfois sembler un petit peu ingérable, voire dangereux, puisque ces données-là, il faut savoir qui les a et qu'est-ce qu'on en fait. Mais néanmoins, c'est aussi un potentiel extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent, depuis l'échelle individuelle d'évaluation de la qualité de vie et du bien-être d'une personne, d'agglomérer les différentes données à l'échelle, par exemple, d'un collectif, d'un établissement ou d'un service, mais aussi à une échelle plus large, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un pays, et qui nous permettent sans doute d'améliorer, là pour le coup, l'évaluation des besoins à une échelle territoriale, c'est-à-dire participer à l'élaboration des schémas régionaux, des schémas départementaux qui viennent, se projeter un petit peu dans le développement des offres de services à venir. Voilà. Donc je pense que le flux de données va augmenter, mais si on s'en sert bien, c'est un levier formidable pour mieux appréhender les besoins à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans ou à 20 ans pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Évaluation, mesure d'impact, nous avons quelques minutes pour des échanges, des questions, des demandes de précision. Les micros sont à votre disposition. Vous souhaitez à nouveau en savoir plus? Ou cela vous pose peut-être des questions d'éthique? Oui, alors le micro va vous arriver. Je vous demande de bien vouloir lever à nouveau la main, s'il vous plaît. Merci. Voilà, au deuxième rang. Alors, le tout est de trouver le micro. Alors, à nouveau, si vous voulez bien lever à nouveau la main, s'il vous plaît. Voilà, c'est à vous. Oui, Myriam Anton, chef de service sur les MEUP Pierre Merly à Antibes. Je partage pas mal de vision sur ce que vous nous rapportez concernant l'évaluation et le sens à donner aux actions. Je reprends l'exemple que vous avez donné tout à l'heure du rapport d'activité qui peut servir à illustrer nos actions et de fait à argumenter la manière dont on va pouvoir améliorer donc, la qualité de nos services.
Et je constate, je ne sais pas si c'est isolé, mais que cette année, on m'a demandé donc non pas de rédiger un rapport d'activité, mais un état réalisé des recettes et des dépenses. Alors, je vous demande de me dire ce que vous en pensez et si effectivement ça va dans le sens de ce que vous êtes en train de nous expliquer. Oui, mais pour faire écho, effectivement, ça illustre très bien ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur une logique de résultat, mais peut-être parfois un peu trop comptable, alors que la mesure d'impact, si réellement on entre dans cette dynamique-là, pourra constater de l'impact sur les publics que nous accompagnons, sur leur qualité de vie, sur la qualité des soins qu'ils ont pu avoir, et comment dans la durée, ces impacts sont positifs dans le long terme. Mais c'est vrai que ça, on n'y est pas encore du tout. Alors par contre, on a de la matière, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, aujourd'hui, des dispositifs innovants, des nouvelles techniques pour favoriser la participation des personnes. On a effectivement la démarche qualité, mais en fait tout ça est pas encore tout à fait mis en musique pour pouvoir bien mesurer et valoriser l'impact de nos actions sur le parcours des personnes. Et puis effectivement, il faut arriver à ce que ce soit aussi le lieu d'un dialogue de gestion, enfin qu'on arrête d'être sur des dialogues effectivement exclusivement financiers, même si c'est effectivement le nerf de la guerre et on aura du mal à s'en passer, on ne peut pas d'ailleurs, mais en tout cas qu'on puisse avoir ces espaces de dialogue aussi sur l'impact de nos actions au niveau territorial. Et je pense que l'approche proximité et territoire, elle est aussi extrêmement importante. Voilà, le lien qu'on peut avoir avec les partenaires, la manière dont on peut organiser nos prestations ensemble, décloisonner nos approches et mesurer un petit peu ce que ça peut permettre sur le parcours de vie des personnes et leur accès réel et effectif sur la citoyenneté. Voilà. Mais ça, c'est oui, non, une remarque par rapport au rapport d'activité. Effectivement, on vous demande de rendre des comptes et c'est normal et nous devons tous rendre des comptes. Après, nous avons notre part de responsabilité en établissement de pouvoir valoriser notre activité autrement qu'en rendant des comptes. Donc, je pense que ça nous engage à essayer de travailler les outils de communication qui vont valoriser au quotidien parce que la mesure d'impact, comme vous l'avez dit, elle se mesure sur du long terme. Mais nous avons besoin de communiquer aujourd'hui par rapport aux usagers, aux parents qui tous les jours déposent les enfants à l'IME, etc. Donc il faut que notre activité soit visible. Et je pense que ça nous engage à trouver les moyens. Je sais qu'on n'a pas souvent le temps, l'argent, mais donc du coup on doit être innovant, n'est-ce pas? C'est le mot à la mode, pour essayer de valoriser l'activité du quotidien. Alors, c'est à vous. Bonjour, donc Sophie Aboudaram, directrice de l'ADAP dans le Var. Bon, en fait, c'est une question assez pragmatique. On parlait en début d'intervention sur l'idée de revisiter la manière dont on vivait les évaluations internes et externes au sein de nos établissements. Et je pense comprendre que l'idée serait de parler d'une évaluation plutôt globale, en tout cas globale, de fondre les deux et d'être dans un principe d'évaluation sans distinguer le interne et externe. Mais dans la mesure où ces deux évaluations sont rendues obligatoires par une loi, je voulais savoir s'il y avait un début de réflexion par rapport à ça. Parce qu'effectivement, je trouve que dans les établissements, c'est un travail qui est intéressant, mais qui est très impactant sur l'activité et qui est quand même assez... finalement, ça revient quand même assez vite. Les 5 ans, les 7 ans, Voilà. Merci. Oui, alors effectivement, c'est ce que je disais en tout début d'intervention. Ça demande une évolution législative qui n'a pas encore eu lieu, dont on espère qu'elle se fasse avec la loi santé qui arrive au Parlement à la mi-février. Et dans dans ce qui est porté, dans ce qui est défendu, il y a le fait de fusionner l'évaluation interne et externe pour ne plus parler que d'évaluation. Et que le cycle d'évaluation puisse être ensuite déterminé par décret. L'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est que l'évaluation externe, enfin l'évaluation d'ailleurs interne et externe, elle est directement, il y a un lien exclusif entre évaluation et autorisation. Du coup, nous, on plaide pour une distanciation de ce lien, pas pour une disparition, mais pour une distanciation.
Ce lien exclusif, pour nous, il a deux impacts négatifs sur l'évaluation. D'une part, il a un impact négatif sur la philosophie même de l'évaluation, le lier directement à l'autorisation. Enfin, l'évaluation, c'est une démarche d'amélioration de la qualité. Il ne faut pas qu'il y ait un lien direct avec des sanctions. Enfin, il faut qu'on soit vraiment dans un processus de responsabilisation des équipes. Donc, le faire directement, que ça entre dans le dialogue de gestion, c'est souhaitable. Que ça soit directement lié à la question de l'autorisation, nous, ça nous paraît être plutôt négatif pour l'investissement. Dans le fond, ce que disait finalement Alexis tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce qu'on investit et on habite la question de l'évaluation. On l'habite parce qu'elle a du sens sur la question de la qualité. Si c'est parce qu'il y a le bâton qui arrive sur la question de l'autorisation, eh bien, on s'expose davantage au risque de faire de l'évaluation juste pour répondre à la tutelle, mais pas pour ce que ça porte. Et puis le deuxième impact, et je passe le micro après, le deuxième impact, c'est à partir du moment où on est sur ce cycle d'évaluation, eh bien, toutes les évaluations se font en même temps. Et si toutes les évaluations se font en même temps, on ne peut absolument pas se montrer exigeant vis-à-vis des évaluateurs parce qu'il nous faut un grand nombre d'organismes habilités qui feront les évaluations. Voilà, donc l'idée d'avoir des critères, de travailler de manière plus étroite avec eux, d'avancer là-dessus, ça n'est possible que s'il y a une distanciation avec l'autorisation et que si on peut penser un cycle. Alors à l'international, on parle de cycle de 4 ans. Nous, on imagine des cycles de 5 ans, mais ça reste à discuter d'une part avec les acteurs du secteur et puis de toute façon, et d'autre part avec la DGCS pour trouver le bon rythme. Mais voilà, c'est une évaluation qui reviendra de manière régulière, mais surtout qui est dans le même mouvement, la même dynamique et qui ne demande pas des investissements différents à chaque fois. Alexis Hubert. En complément, alors, 5 ans, ça peut paraître court, mais ça peut paraître long aussi. Pour une personne accompagnée dans une structure, 5 ans, c'est pas rien. Pour aller plus loin, je pense qu'on souffre actuellement d'un manque de lien entre notamment l'évaluation interne, l'évaluation externe, le projet établissement et le CEPOM, qui devient un outil de référence aussi. Donc là où on a aussi à être proactif, c'est-à-dire que évidemment qu'on va travailler avec les pouvoirs publics de manière à faire évoluer le cadre réglementaire, mais je pense aussi qu'en tant qu'organisme gestionnaire, il faut qu'on soit proactif et il faut qu'on, nous, en tant que gestionnaire, on puisse créer du lien entre notamment ces 4 outils-là dès à présent. Lorsque des directeurs me disent on est en train de réaliser notre diagnostic CEPOM, donc en amont de la signature, et qu'ils ne font aucun lien avec leur évaluation interne qu'ils avaient effectuée 1 an ou 2 ans auparavant, mais je me dis mais c'est quand même dommage, vous aviez fait un travail considérable d'auto-évaluation et il n'est pas en train de servir pour justement un diagnostic CEPOM qui doit être une auto-évaluation en vue d'une projection à 5 ans. Parce que, évidemment que c'est pas le cas partout et c'est pas le cas tout le temps. Mais on a un intérêt fort à mieux relier les différentes démarches qui existent actuellement. S'il faut aller plus vite que le législateur là-dessus, il faut y aller. Soyons proactifs vis-à-vis des conseils départementaux et des ARS. La plupart du temps, ils sont à l'écoute. Ils savent que l'évaluation interne et externe sur le principe de l'autorisation, alors qu'on va vers des pôles, on va vers du dispositif qui, de fait, regroupe 4, 5, 6, parfois 7, 8 autorisations, c'est plus vraiment pertinent. Donc il y a un sens à aller venir synchroniser les différentes dates et à les mettre en conformité avec les renouvellements de projets établissements et les renouvellements de CEPOM. Donc là aussi, je pense qu'on a un devoir d'être proactif sur la mise en œuvre de ces démarches évaluatives et ces démarches de projection. Avons-nous une dernière question dans la salle ? Pas de dernière question. Bien, merci. Merci à vous 4. Je vous invite à rejoindre la salle.